Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui et merci à ceux qui nous regardent en ligne également. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler d'un sujet très important, un sujet qui prend de l'importance, celui des villes 4.0. Alors vous le savez, cette année, Dubaï a annoncé son méga projet, projet Méga Dubaï 2040, mais ce n'est pas quelque chose qui est anodin, ce n'est pas quelque chose qui est seul, d'autres ont les mêmes projets. Mais alors qu'est-ce que cela recoupe? Quelles sont les réalités derrière? Quelles sont les volontés politiques? Qu'est-ce que ça entraîne en termes de conséquences techniques, technologiques? Et vraiment là on va parler tech. Et quelle est vous, votre place aussi en tant qu'entrepreneur français dans la tech, dans cet écosystème? L'idée aujourd'hui est vraiment de vous donner les clés de lecture de cet écosystème et de vous montrer quelques case studies aussi, me semble-t-il, de ce qui se passe en ce moment dans cette région du monde. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Monsieur Dao, François Dao, qui est VP Moyen-Orient et Afrique d'EDF Renewables et qui va pouvoir aujourd'hui vous parler non seulement évidemment de l'action d'EDF sur place, mais du coup de cet écosystème, de cette présentation des forces en présence sur place, à la fois du coup dans l'énergie, mais aussi un petit peu dans la mobilité. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à lever la main, à poser en ligne vos questions et on les prendra à la toute fin. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je présente très rapidement, je suis François Dao, donc je suis directeur de la zone Afrique-Moyen-Orient. Pour nous, EDF Renouvelables, c'est une zone très importante. Notre métier, c'est d'investir, construire, exploiter des parcs solaires, des fermes éoliennes. Ah, pardon. Il faut que je parle plus fort. Ok. Donc, parcs éoliens et fermes solaires. Dans tous ces pays, nous sommes présents aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite pour Moyen-Orient, mais aussi en Égypte, Maroc et Afrique du Sud, sur l'Afrique. Je vais rentrer dans le sujet avec juste quelques rappels d'où vient le Smart City, d'où vient Ville 4.0. Effectivement, la population mondiale augmente, particulièrement dans les villes. Évidemment, nos villes de plus en plus ont du mal à gérer cette surcapacité. Smart City, Ville 4.0, et nous pensons la solution qui permet donc de combiner technologie, connexion et tout ce qui nous fait vivre dans une ville. Le concept de Ville 4.0 reste extrêmement dynamique, reste extrêmement changeant. Les défis sont énormes et si quelqu'un revient l'année prochaine vous parler, il y aura autre chose car le besoin change de jour en jour. Je rappelle juste les acteurs de Ville 4.0. Ce sont évidemment les institutions, les entreprises et nous, utilisateurs, habitants dans les villes. Les secteurs concernés. Alors, le mot gouvernance, c'est peut-être mal utilisé, c'est plus les administrations. Et ensuite, l'énergie et l'eau, la mobilité et multitude de secteurs aussi importants, mais que je ne pourrais pas aborder plus en détail. L'énergie. Je rappelle l'objectif de Ville 4.0 si elle est tournée vers les habitants. La ville doit créer de la croissance économique, le travail, où nous vivons et nous travaillons, de manière durable, tout en améliorant notre qualité de vie. Ça, c'est l'objectif 4.0. Les objectifs des services publics, en particulier les services publics d'électricité, c'est précisément de fournir de l'énergie fiable, à coût acceptable, raisonnable, et ceci de manière durable, donc dans l'environnement, environnement acceptable. L'énergie est le défi majeur de Ville 4.0 de demain. Et nous pensons, évidemment, c'est mon métier, que les énergies renouvelables sont le pilier de ce Smart City. Pourquoi? Aujourd'hui, l'activité des renouvelables apporte une croissance économique, des investissements, des emplois, de l'innovation. On le voit dans toutes les technologies de renouvelables. Évidemment, le solaire et l'éolien sont des sources d'énergie durables.
Les coûts des renouvelables, je reviendrai là-dessus, baissent. Et enfin, on doit imaginer une mobilité électrique renouvelable, donc amélioration de notre qualité de vie. Là, je vais parler un peu plus du Moyen-Orient et de l'énergie. La croissance de besoin d'électricité croît de l'ordre de 5% par an. Bon, évidemment, il y a une petite baisse en 2020, mais ça repart assez fort. Tous les pays du Moyen-Orient ont fixé l'énergie renouvelable comme une priorité de développement. Les ambitions sont là, elles se chiffrent clairement en 80 gigawatts, donc 80 000 mégawatts en 2030. Vous avez une liste des pays. Le plus important, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. En 2023, donc à partir des projets que nous voyons aujourd'hui qui sont en exploitation, en construction, on atteindra quelque chose comme 10 000 mégawatts. L'objectif est de 80. Nous sommes, le Moyen-Orient a démarré en retard et très en retard par rapport à ces objectifs. Juste entre nous, s'ils font que la moitié, je serais très content, mais ça reste quand même une énorme accélération qui serait nécessaire. Je vous ai parlé de prix. Et là, j'ai évoqué 2 projets où nous, EDF Renouvelables, sommes actionnaires. Le premier projet, je commence par le bas, qui est Al Dhafra, qui est un parc solaire photovoltaïque de 2000 MW, qui sera, l'année prochaine, lorsqu'il sera mis en service, le plus grand parc solaire au monde. Pour vous donner une idée, Flamanville, c'est 1500-1600 MW. Là, c'est en un seul parc, 2000 MW. C'est vraiment le projet de tous les superlatifs. C'est 20 km², donc je crois comprendre que c'est 1/5 de la ville de Paris. C'est 2 fois le bois de Vincennes, ça vous parlera mieux. En taille, c'est 4 millions de panneaux photovoltaïques installés. Ces panneaux sont montés sur des structures qui tournent avec le soleil pour maximiser la production. C'est une technologie dite bifaciale, c'est-à-dire qu'on prend le soleil évidemment en direct, mais aussi en réflexion du sol. Tout y est pour faire un maximum d'efficacité pour produire 2000 MW l'année prochaine. Il y a aussi de l'éolien, il n'y a pas que le soleil. Nous avons aussi un projet qui s'appelle Douma Jandal en Arabie, qui a commencé à tourner. Ce sont donc 99 éoliens montés en plein désert, à 1000 km au-dessus de Riyad, qui va produire 400 MW, qui a commencé à produire. Je vais rester sur le dernier slide de l'énergie pour vous donner juste une image. En 2018, Moyen-Orient, c'est 300 MW. À partir des contrats en cours, 2023, ce sera 10 000 MW. C'est une croissance moyenne de 80%, c'est-à-dire qu'on double la capacité tous les ans. Et nous ne sommes, que je l'ai déjà dit, nous ne sommes qu'à 10 gigawatts, soit 1/8 de ce qu'on devra faire dans 7 ans. Deuxième secteur très important de la ville 4.0, c'est la mobilité. Je dois avouer que ce n'est pas ma spécialité, je vais faire en mieux. Et je vais vous parler en fait, je pense, la Smart City du Moyen-Orient qui est à Dubaï. Vous avez tous entendu parler, peut-être certains d'entre vous à visiter. Ah oui, j'aurais dû me le dire, je vis à Dubaï depuis 20 ans, je travaille à Dubaï, plus ou moins dans ce secteur. C'est une ville de 3,5 millions d'habitants, 85% d'étrangers. Donc c'est une société extrêmement particulière. Imaginez 85% d'expatriés, d'étrangers, voilà. De son nationalité, la capitale économique du pays, développée sur le tourisme, vous connaissez Emirates, la construction de l'immobilier, le commerce, la logistique et la finance, et enfin, je rappelle, vous le savez certainement,
que depuis le 1er octobre, nous avons Dubaï accueille l'exposition universelle. En taille, c'est 3 fois 1000 ans, c'est assez extraordinaire, et ceci jusqu'à fin mars. Ah, voilà. Bien. Voilà Dubaï, je crois que c'est 8 fois Paris, parce que c'est extrêmement allongé. Je ne cache pas qu'il y a beaucoup encore de désert ou de terre-plein dans cette ville. Voilà Dubaï avec tous les projets, enfin pardon, l'infrastructure en mobilité. Je ne vais pas tarder juste pour dire que c'est la première ville au Moyen-Orient à avoir un métro, 2 lignes de métro. C'est pas beaucoup, mais c'est très long. Ce n'est pas le même métro évidemment qu'à Paris. Je ne prends pas le métro pour aller faire un dîner-resto. C'est plutôt un métro qui permet de commuter pour travailler. Un canal navigable, des pistes cyclables, oui, ça existe. Et on rentrera un peu plus dans le détail des prochains projets. Voilà. En fait, je me suis dit, pour vous ayez meilleure idée de ce que fait Dubaï en Smart City, je vais passer les quelques applications que les gens de Dubaï et moi-même nous utilisons, pas tous les jours, mais presque. Tous les ans, nous devons enregistrer notre voiture, passer un test technique, montrer de l'assurance. Donc maintenant, il y a une application, je fais tout ça en ligne, j'ai un rendez-vous, j'ai 10 minutes et je repars. Péage, évidemment, péage sans... Je ne m'arrête pas, tout ça par... Stationnement. Comme toutes les villes, de plus en plus, nous aurons de problèmes. Donc là, j'ai une aide de stationnement qui me dit où il y a de la place. Évidemment, tout ça, c'est payé automatiquement sur ma carte de crédit. Constat d'accident, ça c'est assez récent. À Dubaï, vous ne pouvez pas réparer votre voiture sans avoir un petit papier de la police. Ce petit papier vous dit comment vous avez vu votre accident, si vous êtes en tort, en tort. Mais ceci est indispensable. Donc maintenant, avec cette application, je peux faire mon constat à l'amiable, avoir mon papier et la faire réparer. Et tout ça, évidemment, sur une seule application où je n'ai pas parlé de l'électricité et l'eau, où tout est connecté. J'ai ma consommation tous les mois. Je sais aussi je suis au-dessus ou en dessous de la moyenne, évidemment, et je paye directement avec ma carte. Projet à venir, et ça devient, je pense que là c'est intéressant. Aujourd'hui, bon, encore une fois, on oublie l'année 2019-2020. On voit revenir donc les bouchons. C'est typiquement le problème des grandes villes qui ont de plus en plus de mal à gérer les voitures. Dubaï table sur 40% de véhicules sans chauffeur. Bon, ils n'ont juste pas dit quand. On peut imaginer 2030-2035. Donc effectivement, pour l'instant, nous avons des projets. On voit des véhicules autonomes de manière plutôt récréationnelle. Dans le site, par exemple, de l'Expo 2020, nous avons ça. Donc c'est assez limité, mais les tests sont en cours et ils espèrent pouvoir mettre en place des taxis en véhicules autonomes. Les tests techniques sont en cours. C'est plus, je pense, question de réglementation qui n'est pas encore sortie et qui va pouvoir fixer le cadre légal, responsabilité pour les privés pour développer ce type de mobilité. Drone, évidemment. Nous sommes à Dubaï, donc nous avons déjà vu les premiers taxis volants, les tests en 2017. Je crois comprendre que le drone, en fait, aujourd'hui, il travaille sur les couloirs, donc pour les drones, visant dans un premier temps
le B2B, donc ce sont principalement les livreurs qui pourront utiliser des drones et donc transporter des objets Amazon Co 40-50 kilos. Effectivement, il y a des tests de drones de taxi, donc pouvant porter des personnes à 100 plus kilos. Ce n'est pas pour demain, mais c'est bien dans les cartons. Encore une fois, ce qu'on me dit, c'est vraiment le cadre juridique qui aujourd'hui leur pose problème. Ça n'existe pas, donc il va falloir commencer par quelque chose. Il y a tout un travail de mise en place par l'autorité donc de transport et de communication. C'est certainement la révolution, mais à l'échelle Dubaï. Parce que ça n'aurait pas tout le problème de Dubaï. Nous sommes à Dubaï des grands utilisateurs de voitures. Pour ceux qui ont déjà été à Dubaï, c'est des grandes voitures, c'est des grosses voitures. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs que c'est presque une ville de province en France. C'est-à-dire que je vais chercher la baguette en voiture. Donc, voilà, c'est une image, mais on prend la voiture. Donc tant qu'il n'y a pas assez de voitures électriques, et pour l'instant il y a très peu de promotion voitures électriques, je vois que Maserati, les grandes marques ont sorti, donc ça peut peut-être aider à développer, mais il faut des voitures électriques à grande masse. Il faut remplacer de plus en plus, sortir les voitures des routes. C'est ça la solution et c'est un énorme défi. Pour l'instant, ces solutions de drones sont une petite pierre, mais c'est certainement tout le travail, tout le chantier qui doit avoir lieu. Je parle principalement de Dubaï parce qu'il y a évidemment d'autres grandes villes au Moyen-Orient, Abu Dhabi, Riyad. Pour ceux qui ont été ce matin pour les grands projets de l'Arabie Saoudite, aucune des autres villes ils ont mis en place des choses, mais peuvent aujourd'hui dire qu'ils sont à l'échelle où ils s'approchent de l'état de Dubaï. Dubaï fixe est le modèle en ville 4.0 de Moyen-Orient demain, c'est sûr. Par contre, pour ceux qui ont entendu parler de Neom, c'est une nouvelle ville, totalement futuriste, en Arabie Saoudite, qui est en cours de création. Elle se trouve au nord-ouest de l'Arabie, c'est la taille de la Bretagne. C'est une ville totalement 100% renouvelable. On parle pour l'instant, c'est sur les cartons, c'est dans les brochures, mais c'est ce que veut le prince MBS que vous connaissez tous. C'est sa vision 2030. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. On va prendre les questions maintenant si vous en avez. Et sinon, je vais peut-être commencer. Alors, on a parlé de mobilité, d'énergie, on a parlé beaucoup d'applications. 2040, parce que Dubaï est effectivement, c'est ce qu'on disait à l'instant, très très en avance sur ces villes, ces smart cities. Le projet 2040, Méga Dubaï 2040, quel est ce passage à l'échelle qui est voulu? Quelles sont vraiment les grandes tendances attendues sur ces ruptures technologiques qu'on imagine dans ce programme? En fait, vous m'avez posé la question par mail. Et en fait, 2040, c'est plus un projet social. Voilà. Il y a beaucoup de récréationnels. Donc, c'est vraiment un virage de la technologie qu'on voit ici. Ils continuent à se développer. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est que effectivement, cette ville doit être au-delà de la technologie, doit être une ville où des espaces sont réservés pour la nature. C'est peut-être étonnant à dire, mais c'est ça qui se fait. Il y a toute une région qui s'appelle Hatta, au nord de Dubaï, qui fait partie des Émirats de Dubaï, et qui est en train de se développer avec... alors, nous connaissons bien, puisqu'il y a ce qu'on appelle une station de pompage donc hydroélectrique pour faire du stockage, où il y aura, les autorités françaises sont en train de construire pas mal de services et c'est 100% récréationnel. Dubaï veut apparaître en 2040 autre chose qu'une ville de commerce,
une ville de finance et une ville de techno. Elle se doit être une ville où il fait bon de vivre, et c'est l'image que Dubaï veut avoir, et c'est l'objectif 2040. N'hésitez pas, hein, si vous voulez poser vos questions. Oui. Ah, il arrive. Monsieur. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, la question concerne le taxi volant. J'ai pas bien entendu. Vous avez dit qu'il a été testé en 2017. Oui. Et est-ce qu'il compte le faire réaliser pour qu'il soit comme un transport du quotidien? Exactement, oui. L'idée, c'est bien ça, c'est d'avoir des taxis drones volants. Donc, ça a été testé. Il y a eu des problèmes. Alors, le problème, c'est pas le vol lui-même. Le problème, ce sont les batteries. Je vais être très précis. Nous sommes dans un environnement à température très élevée. Les batteries, et donc ça c'est ce qui sera regardé, comment ces batteries vieillissent. Il ne faut pas oublier qu'une batterie brûle. Il y a un risque, c'est le premier risque de batterie. Donc ça, c'est un problème technique qu'ils essaient de régler avec pas mal de tests. Ça, c'est le premier point purement technologique. J'allais dire, c'est le plus facile. C'est là où, à force de chercher, on va trouver, j'en suis persuadé, c'est plus la réglementation. Quelles sont les responsabilités de ces taxis drones qui donc sont des véhicules volants autonomes, donc qui vont rejoindre un point A, un point B, quid de l'accident, etc. Mais c'est bien un projet aujourd'hui dans les cartons et qui sont en cours de développement. D'accord, merci monsieur. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Merci pour votre intervention. J'avais une question par rapport aux énergies renouvelables. Au Moyen-Orient, il y a quand même beaucoup d'espace pour mettre en place des parcs éoliens ou photovoltaïques, mais je voulais savoir un peu quels étaient déjà les défis en termes d'adaptation de ces parcs aux conditions du Moyen-Orient, qui sont un peu dures, et également la vision des dirigeants politiques sur les énergies renouvelables en général dans la région. Quel est leur point de vue et leur avis sur cette question? Okay. Merci pour la question. Clairement, et là je peux parler pour l'Arabie Saoudite, pour les Émirats Arabes Unis, qui sont les deux grands pays là, en termes de PIB, en termes de population, se sont engagés, sont signataires de la COP21, sont engagés dans la réduction de niveau de carbone. Ils savent que ça passe forcément par les énergies renouvelables. Donc, les objectifs qui sont fixés permettent d'atteindre, pour Dubaï, c'est 75% d'énergie renouvelable. Je rappelle qu'aujourd'hui, Madrid, c'est 25%. Copenhague, c'est 50%. Paris, je ne compte pas, parce comme on compte pas le nucléaire, donc ça fausse le calcul. Donc, et 100%, ça n'existe pas, sinon Neom, qui est encore du wishlist. Voilà. Donc 75% en 2030, 2040 pour Dubaï, c'est énorme. 50% pour les Émirats, c'est aussi énorme. Mais ça veut dire, c'est la petite courbe que j'ai montrée, il faut qu'ils accélèrent. Vous avez raison, il n'y a pas de problème de terrain. D'ailleurs, c'est pour ça que les prix sont bas. Contrairement à ce qu'on voit les projets en France, un projet en France, il faut que vous développez vous-même votre projet, vous trouvez le terrain, avoir les permis, etc. Aux Émirats, les appels d'offres, les autorités viennent avec le terrain déjà, avec tous les permis. C'est pour ça que le prix est nettement plus bas. Le désert, évidemment, c'est du désert, il y en a partout, donc il n'y a pas de problème. C'est plus maintenant comment mettre ces parcs solaires près du réseau et donc près des utilisations. Voilà. Et qui sont plutôt en tendance forte au bord de la mer. Et donc c'est là où il faut gérer le réseau. Et dernier point, effectivement, pour les éoliennes, là nous avons des énormes éoliennes en cours. Le problème, c'est la chaleur. Les systèmes font fait que à partir d'une certaine température extérieure, je crois que c'est 25 ou 30 degrés,
le système se bride, donc tourne moins vite. Et deuxième problème, c'est la poussière, c'est le sable. Donc il y a tout un système de ventilation dans les nacelles pour empêcher, en fait on est en dépression pour que le sable ne rentre pas mais sorte. Voilà. Mais il y a beaucoup de problèmes, évidemment on connaît tout ça, c'est pas mal testé, les grands constructeurs, en particulier des turbines éoliennes, connaissent bien la région, je touche du bois, notre parc qui rentrera totalement en service en fin d'année. Nous sommes engagés, nous avons un contrat de 25 ans. Donc, mon business, en fait, mon engagement en tant qu'actionnaire, c'est que ce parc produise la puissance ou l'énergie de mon business plan sur les 25 années à venir. Donc, c'est vraiment du long terme. Et d'ailleurs, c'est sur ça que comptent les autorités. Ce n'est pas juste le construire. Ils ont besoin que nous accompagnions avec en investissant, puisque nous sommes à 100% actionnaires tous les longs de 25 ans. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Alors, j'ose une question de mon côté. En tant qu'acteur, vous faites partie de cet écosystème tech, quelle est votre vision sur la capacité de Dubaï ou des autres zones géographiques de la région engagées dans ce type de programme à trouver et à créer eux-mêmes les solutions? Est-ce qu'il va y avoir une place finalement où ils vont aller chercher des technologies à l'international? Est-ce qu'il y a des parts pour peut-être des partenariats technologiques entre entreprises françaises, par exemple, avec des acteurs sur place? Voilà. Quels sont les acteurs qui ont décidé de répondre à ce grand projet? Okay. Alors, encore une fois, Dubaï a créé, d'ailleurs, je crois que la French Tech a un bureau à Dubaï. Donc, et le thème de l'Expo 2020 de Dubaï, c'est d'être une vitrine, non pas juste pour montrer, mais pour attirer. L'innovation fait partie de la vie de Dubaï et c'est ça qu'ils veulent tous les jours. Je crois que j'ai tout vu à Dubaï en termes de développement, en termes d'innovation. C'est une des meilleures places au monde pour cela. Technologie, architecture, je pense qu'il y a tout ce qu'on peut imaginer. Mais il n'y a pas que Dubaï. Donc c'est là où... vous avez aussi l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite essaie de créer. Je crois que la personne juste avant moi vous a parlé de la compétition entre les deux pays. L'Arabie Saoudite, c'est 25 millions d'habitants. Dubaï, c'est 4. Le PIB de l'Arabie Saoudite, première réserve mondiale de pétrole, c'est énorme. Donc, eux aussi cherchent. Actuellement, nous travaillons, nous embauchons beaucoup de monde dans notre région. Nous travaillons ensemble avec deux cabinets. Il y a de grandes recherches de têtes pensantes en Arabie Saoudite. Évidemment, la vie en Arabie Saoudite n'a rien à voir avec celle de Dubaï, mais je peux vous assurer, on y vit bien. Voilà. Donc, si l'entrepreneurship, c'est certainement quelque chose qui ne fait pas peur à au moins deux pays, l'Arabie Saoudite et les Émirats. N'hésitez pas. Je crois que vous êtes présent à Dubaï et aux Émirats, donc je n'hésiterai pas une seconde à vous inviter à venir. Merci beaucoup. Donc beaucoup d'opportunités, de très grands projets et puis une soif d'attractivité et d'attirer les talents étrangers aussi. Donc n'hésitez plus. Merci à tous d'avoir été avec nous cet après-midi et bonne continuation sur Big. À très bientôt. Et merci encore, beaucoup. Monsieur Dao.